si un Bruno Le Maire déclare d'emblée qu'il ne rencontrera pas un Bezalel Smotrich qui effectivement dans son discours il y a 2-3 mois à Paris a déclaré des vérités historiques, à savoir que le peuple palestinien n'existe pas. Cela dérange. On préfère dans le gouvernement français et au Quai d'Orsay des représentants israéliens qui pensent qu'il faut faire des concessions territoriales. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Nelly Naouri, présidente, j'ai dit co-présidente, mais non, elle est présidente de Israel is Forever. Et Nelly, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, je voudrais qu'avec vous, qu'on revienne, on va parler de deux sujets qui sont peut-être intimement liés, mais le premier, il concerne les tensions au sein de la coalition gouvernementale, et le second sujet, je voudrais revenir avec vous sur les difficultés que rencontre Bezalel Smotrich, leader du sionisme religieux, à se faire inviter par le ministre français des Finances à Paris lors d'une prochaine visite au début du mois de juin. Alors, on va d'abord parler de la coalition gouvernementale, parce que c'est vraiment l'actualité brûlante. On remarque que Benyamin Netanyahou, de manière assez inattendue, à de multiples difficultés face à cette coalition que l'on disait homogène, eh bien, il se heurte à chaque fois de multiples obstacles, en particulier du côté de l'aile droite du gouvernement. Ben Gvir d'un côté, les difficultés entre Ben Gvir et Smotrich aussi. Comment vous expliquez cette incohérence apparente du fait que, on disait que c'était une coalition, on va dire, très cohérente, très homogène, qui n'aurait pas de difficulté à faire voter le budget de l'État. Et on voit que finalement, il y a des difficultés, y compris avec des orthodoxes, bien entendu. Même au sein d'une même famille, il peut y avoir des intérêts qui diffèrent quelque peu. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas dans la même direction, parce que c'est le cas dans cette coalition. Effectivement, elle est homogène. Effectivement, elle a les mêmes buts. Mais bien entendu, comme dans tous les budgets qui ont été votés à la Knesset, depuis la déclaration d'indépendance, il y a toujours eu des discussions, de vives discussions, parce que chacun essaye bien entendu de se battre pour son ministère, et c'est tout à fait normal et logique. Donc que chaque parti ou chaque ministre essaye d'avoir un peu plus d'argent pour pouvoir appliquer le programme qu'il s'est engagé à réaliser. C'est quelque chose de tout à fait normal. Donc, il ne faut certainement pas croire tous les mensonges qui sont montés en épingle par les médias partisans et qui essayent de faire croire qu'il y a des distensions au sein de cette coalition. Le budget va passer et la raison est très simple. Ils se mettront d'accord car il n'y a pas d'alternative. Je vous rappelle que l'alternative, nous l'avons vécu l'année dernière, c'était une coalition avec les représentants des frères islamistes à la Knesset. Donc, il n'y a pas d'autre alternative que de se mettre d'accord et de maintenir cette coalition en place durant les 4 ans à venir. Mais vous savez que des gens comme Bezalel Smotrich d'un côté ou même Itamar Ben Gvir sont des gens de conviction, qui ont une idéologie bien serrée. Finalement, s'ils estiment que cette idéologie n'est pas mise en avant dans le gouvernement dans lequel ils siègent, eh bien, pourquoi finalement ils ne quitteraient pas ? Non, ils ne vont pas quitter parce que, comme je vous l'ai dit, l'alternative est pire. Et nous avons vécu 1 année et demie d'enfer où il y a eu non seulement des sommes astronomiques, on parle aujourd'hui de budget, il y a eu 53 milliards de shekels qui ont été promis aux frères islamistes, au parti Ra'am. Nous avons un Lapid qui a fait des concessions territoriales qui ont renforcé le Hezbollah et on n'en avait pas besoin en ce moment. Donc il n'y a pas d'autre alternative. Donc effectivement, chacun va prétendre que si ces velléités ne sont pas satisfaites, alors du coup il y a un risque qu'il quitte la coalition. C'est de bonne guerre, c'est ce qui se passe à chaque fois lorsque le budget est voté. Mais j'ai bon espoir, je suis pratiquement certaine que le budget va finalement passer et que tout s'arrangera par le biais de compromis, ce qui est le jeu de la politique. Et vous n'avez pas l'impression, donnez-nous votre avis sur justement le comportement de Bezalel Smotrich, d'Itamar Ben Gvir, en particulier d'Itamar Ben Gvir, qui suscite souvent
effectivement beaucoup de critiques. On a l'impression que Benyamin Netanyahou essaye de le mettre de côté, de l'isoler, de ne pas le faire participer. On l'a vu surtout lors de l'opération militaire dans la bande de Gaza. Vous pensez que Itamar Ben-Gvir est en train de rater son mandat de ministre de la Sécurité nationale ? Je pense d'abord qu'il a les pieds et mains liés par tout le système juridique qu'on essaye justement de réformer et qu'il faut absolument réaliser pour que justement, entre autres, la police obéisse au ministre de la Sécurité intérieure, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous l'avons vu à quel point effectivement Ben-Gvir tente d'avoir un semblant d'autorité sur le chef de la police et qu'il n'y arrive pas. Et tout cela provient justement de la maladie que l'on a dans ce système qui fait que des fonctionnaires deviennent plus importants que les ministres, alors que ils n'ont pas été élus, qu'ils ne doivent pas rendre de compte au peuple. Et là, nous avons des ministres effectivement qui essayent de se battre pour appliquer la politique pour laquelle ils ont été élus par le peuple. Donc, je comprends la frustration d'un Ben-Gvir. C'est vrai que dans les propos et dans le comportement, il ne le formule pas de la manière la plus diplomatique et la plus politically correcte qu'il soit. Mais bon, ça n'est pas son style. Chacun apporte sa pierre dans ce gouvernement. Je pense que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il essaye de monter sa garde nationale. C'est pour assurer notre sécurité, vu que la police n'est pas finalement sous son autorité. Donc c'est vrai que il est ministre novice, donc il faut aussi donner le temps à chacun de trouver sa place et surtout il faut réformer le système actuel pour que ce soit les ministres qui ont été élus, la Knesset qui a été élue, qui réalisent le programme pour lequel ils ont été élus. Alors, je voudrais avoir votre appréciation sur ce qui se passe actuellement envers le public orthodoxe. On assiste véritablement à une sorte de campagne médiatique assez virulente, même très virulente, contre l'ensemble du public orthodoxe, avec des déclarations comme celle de Galit Gutman, comme celle de Chaim, des journalistes, des présentateurs, qui se lâchent, on va dire, entre guillemets, en direction du public orthodoxe. Quel regard vous portez sur ce qui se passe actuellement envers le public orthodoxe ? Nous avons affaire à une infime minorité de ce peuple, malheureusement, qui n'a aucune conscience de l'importance d'un État juif et de ce que veut dire être juif. Ils n'ont pas conscience de ce qu'ont vécu leurs ancêtres pour pouvoir aujourd'hui donner la possibilité à leurs héritiers, à leurs descendants, de vivre libres dans un État juif et indépendant. Et donc nous vivons actuellement effectivement une campagne. Ça n'est même plus une campagne de diffamation, c'est une campagne antisémite contre le public haredi. Tout ce que nous avons pu entendre contre les Juifs dans les années 30, malheureusement, c'est exactement les mêmes expressions qui sont prises. Comment une Galit Gutman, cette pseudo-journaliste, peut avoir le cran d'annoncer en pleine émission télévisée que les Haredim sucent le sang de la population. Mais c'est des expressions que si un goy avait osé dire ce genre de phrase, mais nous serions tous dans la rue en train de manifester, d'exiger sa démission. Et là, cette personne n'a reçu qu'un petit blâme ou a été sommée de s'excuser. D'ailleurs, ça n'est certainement pas des excuses qu'elle a prononcées, mais un semblant d'excuses pour essayer de s'en sortir. Ça aux responsables de sa chaîne. Mais c'est véritablement scandaleux ce que nous entendons aujourd'hui. Il est certes vrai que dans tous les secteurs, chacun doit apporter sa pierre. Les Haredim le font, même si effectivement il y a des problèmes concernant leur engagement dans l'armée d'Israël. Mais même ça, c'est en train également de changer. Donc nous devons nous efforcer de tous vivre ensemble. Nous sommes un peuple revenu sur sa terre après 2000 ans d'exil et nous devons absolument tout faire pour que cet État reste avant tout un État juif. Et les Haredim
le font et l'appliquent tous les jours dans leur étude de la Torah. Et le fait qu'aujourd'hui, il y a une volonté quand même de beaucoup plus s'immiscer dans la population civile, c'est une preuve que ce secteur va aussi est déjà impliqué. Il suffit de voir son implication dans les organisations comme Zaka, comme dans les hôpitaux. Ça, il n'y a aucun Chiloni qui peut prétendre le contraire. Et ce service qu'ils font devrait peut-être être changé en service obligatoire pour tout ce secteur, puisqu'ils font un travail extraordinaire à ce niveau-là et on en a absolument besoin. Donc chacun doit apporter sa pierre. Cela ne veut pas dire qu'ils ne doivent pas servir dans l'armée. Je suis sûre que finalement une solution sera à trouver, mais allez voir à Tel Aviv. Tel Aviv qui est le bastion de la laïcité, est placé à la place numéro 50 dans l'engagement militaire. C'est-à-dire que il y a maintenant énormément de jeunes qui essayent de se dérober du service militaire à Tel Aviv. Donc, donner des leçons à ce milieu haridi qui est véritablement impliqué dans tout ce qui est social, c'est véritablement de l'hypocrisie pure et simple. Alors, je voudrais revenir avec vous, Nili, sur Bezalel Smotrich et ses malheurs, entre guillemets, avec le gouvernement français. On se souvient que Bezalel Smotrich était l'invité de Israelis Forever il y a de cela environ un peu plus de 2 mois, à l'occasion d'une soirée à la mémoire de votre père, Jacques Kupfer, Zichrono Livracha, et il avait prononcé un discours qui avait été repris massivement par les médias israéliens et qui avait été répercuté. Et internationaux. Et voilà, et qui avait été répercuté par les médias internationaux jusqu'à la Maison-Blanche. Et on voit que Bezalel Smotrich rencontre quelques difficultés pour fixer des rendez-vous avec le ministre, son homologue, le ministre français des Finances. Qu'est-ce que vous pensez de ça, que le Quai d'Orsay dresse des obstacles sur une telle rencontre entre le ministre israélien élu de l'État d'Israël des Finances et son homologue français, Bruno Le Maire? Bon, alors d'abord, Bezalel Smotrich voyage en France dans le cadre d'une réunion qui est organisée pour les ministres des Affaires étrangères internationaux dans le cadre de l'OCDE. Il n'était pas question à la base d'avoir des rendez-vous. Et d'ailleurs, le bureau de Smotrich a confirmé qu'il n'y a eu aucun essai de prise de rendez-vous pour l'instant. Si Monsieur Bruno Le Maire, qui est très satisfait de publier des posts dans lesquels il montre qu'il prend des rendez-vous, qu'il a des contacts avec des pseudo-ministres arabes palestiniens représentants de l'organisation terroriste de l'OLP. Si un Bruno Le Maire déclare d'emblée qu'il ne rencontrera pas un Bezalel Smotrich qui effectivement dans son discours il y a 2-3 mois à Paris a déclaré des vérités historiques, à savoir que le peuple palestinien n'existe pas, et pour ceux d'ailleurs qui ne le savent pas, ils peuvent d'ailleurs lire le livre que mon père avait édité il y a plus de 10 ans, Palestine, coup de bluff. Donc c'est une vérité historique, mais je peux vous assurer que tout d'abord ça n'est pas cette visite qui a semé le trouble concernant les relations entre Smotrich et certains représentants du gouvernement français, puisque déjà lors de de l'organisation de ce voyage, à l'époque, il y avait eu déjà, je ne sais plus si c'était une trentaine ou une cinquantaine d'organisations pro-BDS, pro-palestiniennes, anti-israéliennes, antisémites, qui avaient signé des pétitions et qui avaient exigé que personne du gouvernement français ne prenne contact avec Bezalel Smotrich, qui est bien entendu perçu comme quelqu'un, un juif fier, qui est sûr de ses droits sur l'intégralité de la terre d'Israël. Donc bien sûr, un juif comme ça, cela dérange. On préfère dans le gouvernement français et au Quai d'Orsay des représentants israéliens qui pensent qu'il faut faire des concessions territoriales, que la Judée-Samarie, somme toute, c'est la Cisjordanie, qu'il faut le donner pour que on crée une nouvelle base supplémentaire terroriste à l'intérieur d'Israël. Donc forcément, il y a beaucoup de représentants français qui préfèrent ce genre de juifs là et qui préfèrent venir mettre une kippa noire et venir pleurer les juifs morts. Mais lorsque un juif fier et la tête dressée veut se présenter à eux et tenir un discours national,
fier de ses origines, fier de son futur, sûr de ses droits. Alors forcément, ça peut déranger. Donc, d'abord, rassurez-vous, il n'y a eu aucune prise de rendez-vous, aucune demande de prise de rendez-vous qui a été refusée. Et puis, Bezalel Smotrich verra s'il est opportun de rencontrer certains de ses homologues. Ça sera de toute façon le cas lors de la réunion de l'OCDE. Mais s'il veut prendre des rendez-vous avec des représentants français, je suis sûre qu'il aura ce choix et qu'il n'y aura aucun problème et incident diplomatique. Eh bien, Nili Naouri, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, Nili. Avec plaisir. Bonne journée.